Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bienvenue à notre Café des Sciences édition francophonie. Félix Musner, je suis le directeur de Swiss Next China, le consul scientifique de Suisse en Chine. Notre mission est d'établir des liens dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'innovation entre la Suisse et la Chine. Hybride aujourd'hui, nous pensons qu'il est très important de malgré des du code. Cette édition est organisée du Canada, de France, et Swiss Next China. Cette sera Didier, le chef adjoint de sciences, les speakers. Sissi, where are you? Et where are you? Merci. Et merci tout le monde. Je travaille à l'ambassade de Suisse à la section éducation, sciences et technologies. On est ce soir pour le Café des sciences qui a lieu chaque troisième mardi du mois. Et au mois de mars, on célèbre la francophonie. C'est 300 millions de locuteurs, c'est 88 pays qui sont membres. Et ce soir, on a 400 pays seulement qui vont nous présenter des choses qui sont en lien avec la soutenabilité et l'innovation. À Marie Adelaide Maté, du consul général de Belgique, qui va nous présenter son speaker, son candidat. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est même une candidate, puisqu'il s'agit de Alizée Bosschaert, dont j'ai l'honneur de vous la présenter ce soir. Je suis ravie qu'elle puisse être parmi nous. Peut-être juste un petit mot encore pour remercier Swissnext de l'excellent travail ici à Shanghai dans tous les domaines et une des collaborations qu'on apprécie beaucoup depuis 3 ans. Alors, pour revenir à Alizée qui va prendre la parole tout de suite. En 2 mots, alors Alizée a un parcours très intéressant. Elle a commencé plutôt dans le luxe et le design avec une formation en économie circulaire et est tombée dans le zéro waste d'abord par un projet personnel qui est devenu une start-up qui a très très bien grandi, qui a eu le boost en 2019 de tous les efforts à Shanghai pour la gestion des déchets, mais je ne vais pas parler trop de zéro waste. Alizée va vous parler de ces projets. Par contre, voilà, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est cet entrepreneuriat qui mêle développement durable dans une ville, Shanghai, très influencée par le business, comment combler les deux, comment naviguer dans un environnement business tout en mettant au centre les clés, les questions de la durabilité, les aspects environnementaux, et comment arriver à créer même un business viable sur ces questions. Donc, je pense qu'Alizée a beaucoup de choses à nous raconter sur toutes ces questions. Par ailleurs, le thème choisi ce soir est également très pertinent pour la Belgique. Depuis 2016, nous mettons dans le cadre de la coopération au développement le D4D, Digitalization for Development, au centre de notre action, pas tellement comme une fin en soi, mais comme un levier, comme une manière transversale de développer notre collaboration au développement et de s'assurer que via un meilleur usage notamment des données,
les actions sur le terrain peuvent aussi être démultipliées. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis vraiment content d'être là. Ce soir, c'est à la maison. Should I try it? That's fine. We got it? Okay, amazing. Great. I'll stay here. No, don't worry. I'm used to it. So let me get, okay, so real quick, en français. Merci. Je suis trop habituée. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alizé Buscar, je suis belge et j'ai fondé The Shanghai il y a 6 ans. Mon expertise se trouve donc dans l'économie circulaire. Et je suis un keynote speaker sur plusieurs séminaires, de là où j'ai l'habitude des problèmes. Et entre autres aussi dans TEDx, ce qui était vraiment tellement stressant le jour où j'ai dû le faire. J'ai conducté plus de 150 workshops et séminaires à travers la Chine liés à la sustainability. J'ai travaillé avec plus de dizaines d'entreprises aussi sur Shanghai. Et tout ça avec le but au fait de faire progresser le développement durable en Chine. Et je pense qu'on a réussi en 2020. Donc, j'ai la chance de travailler avec des belles entreprises et grâce à tout ça aussi, les médias dans plus de 20 pays nous font confiance pour parler justement des sujets là-dessus entre qu'est-ce qui se passe dans les régulations chinoises, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, etc. Parce que nous avons vraiment l'expertise 360 verticale et horizontale. C'est un milieu vachement fascinant. En bref, donc on est là depuis 6 ans. Au début, en fait, c'était simplement un client qui me disait « j'ai besoin d'aide là-dessus, je travaille dans la mode ». Est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'à l'époque, j'étais la seule qui en parlait, j'étais la seule qui voyait que la sustainability et le business, au fait, vont main à main, ce que très peu de personnes comprennent encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en bref, qu'est-ce qu'on fait? On fait des workshops pour en fait emmener aux équipes une manière de voir la sustainability de manière inspirante, cool. À côté de ça, pour les entreprises qui veulent vraiment s'adapter à la sustainability, on fait des trainings pour leurs employés également. Et puis finalement, pour ceux qui veulent vraiment y aller, on fait du consulting. Donc ça, c'est en bref ce qu'on fait. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse réellement, c'est de parler de qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Parce qu'en 2020, tout le monde parle de sustainability, tout le monde disait « Ah, c'est génial, etc. » Mais il n'y a personne qui fait quelque chose. Et moi, je le sais parce que j'étais dans une réunion avec plus de 90, on peut dire 90 ici ce soir, plus de 90 entreprises, 90 personnes. J'ai eu des cafés 3 fois par jour. Pendant 3 mois, j'ai fait que ça. Et en fait, il y a très peu de choses que les gens comprennent, c'est que la sustainability, le développement durable, c'est pas un one touch. C'est pas on va fixer ce petit problème, and business as usual. It's about a process. C'est quelque chose qui est beaucoup plus long terme. Et donc, ce que j'ai aussi compris, c'est que, surtout en 2020, c'est que si on prend le mot sustainability, on le divise en deux, c'est sustainability, the ability to sustain. The ability to sustain yourself, the ability to sustain your company, the ability to sustain the planet. Parce que no planet, no business, no resources, no business, no people, no business. Et aujourd'hui, en fait, en 2020, je me suis dit comment, s'il n'y a que Zero Waste qui fait ce qu'on fait, c'est trop lent en fait. On n'a pas le temps d'attendre. Et donc, moi, je me suis dit comment est-ce qu'on peut scale tout ce qu'on a appris ces dernières années d'une manière beaucoup plus rapide, directement dans les entreprises. Et donc, j'ai passé plus de la moitié de l'année à créer un outil en ligne qui s'appelle PACE, qui est court pour Pivoting to a Circular Economy, qui est le premier programme en ligne et pratique, parce qu'on veut, c'est important d'avoir la théorie, mais c'est encore plus important de mettre en pratique les choses. Pour ceux qui travaillent dans le développement durable dans leur entreprise. Donc, PACE, il y a 3 parties. La première partie est la roadmap. C'est un cours en ligne de 10 modules au fait, qui s'enclenchent l'un sur les autres,
on va vraiment prendre les gens par la main. On va leur dire « Module 1, what is sustainability ?» Blablabla, tous les concepts qu'ils doivent connaître. Deuxième pas, vous devez faire un audit, parce qu'en fait, toutes les entreprises, il y a tellement de data à l'intérieur, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il n'y a personne, sauf nous, qui vont prendre ces data et qui vont les transformer au fait, dans quelque chose, dans des stratégies, dans des solutions, etc. Et donc, la roadmap, elle fait exactement ça. Après, je me suis dit, une fois que les gens ont compris comment faire, il faut qu'ils aient des exemples dans leur industrie ou d'autres industries pour réellement voir comment est-ce qu'eux, ils font. Donc, je me suis dit, on va trouver des sociétés, on va collaborer avec eux, on va créer des case studies qu'on va également mettre sur la plateforme. Et dernièrement, ces gens ont besoin d'accès à des experts, ou bien à mes yeux, des champions. Donc, les champions sont des architectes, ce sont des scientifiques, ce sont des consultants comme moi, ce sont des personnes spécialisées dans un certain type de recyclage ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, tout ça, on va faire ensemble. Et sous la marque PACE. Donc, la roadmap, pour vous donner quelques modules, c'est principe de base, communication. Voilà, donc, et ça, c'est 20% de théorie. Si les personnes veulent avoir plus d'informations, il y a des outils en plus après, mais nous, on se concentre vraiment sur la mise en pratique. Et donc, on fait tout ça. Je me suis dit, il ne reste plus qu'à se concentrer sur les deux autres choses. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on peut emmener plus de valeur? Parce que, basically, tous les industries, les entreprises, elles ne sont pas sur Shanghai. Tous les experts, il y en a quelques sur Shanghai, mais il n'y en a pas autant. Et je me suis dit, OK, si moi, je quitte Shanghai pour aller rencontrer ces gens, comment est-ce que moi, je peux ajouter encore plus de valeur, un maximum de valeur à cette expérience? Et donc, je me suis dit, on va créer un documentaire. Et on va créer en fait une série de documentaires. En fait, on va emmener les gens avec nous et on va leur montrer ce que la Chine réellement fait en sustainability. Parce qu'il y a plein de choses tellement cool, mais on n'est juste pas conscient en fait. Donc, on va partir à la rencontre d'innovateurs chinois en développement durable. Et on va faire ça à travers toute la Chine. Le concept est assez simple. Le développement durable est l'avenir. Je pense que tout le monde dans cette salle est assez convaincu de ceci. La Chine mène le chemin, et bien. La Chine mène le chemin largement ahead of anyone else. La transformation a déjà commencé, et on va vous emmener avec nous. Alors, nous allons quitter les sentiers battus et partir à la rencontre de ces champions. Et nous allons partir, d'abord en été, nous allons partir à travers toutes les provinces, inclus le Qinghai que j'ai oublié de mettre dedans. Et après ça, on va revenir sur Shanghai pour repartir dans le sud, et surtout aller à Shenzhen, et faire la route là-bas et rencontrer ces gens-là. Nous allons aller dans plus de 20 provinces, 30 villes, et on va parcourir plus de 35 000 km. Si je parle de sustainability, il faut que le voyage soit fait de la manière la plus sustainable également. Donc, je vais partir dans un véhicule, je vous entends déjà dire « c'est pas du tout sustainable ». Au contraire. Alors, l'idée, c'est que déjà, on va mettre des panneaux solaires sur le toit. Deuxièmement, il y aura une bobine d'eau à l'intérieur avec un filtre de nos amis chez Greenwave qui vont faire en sorte qu'on ne doit pas acheter des bouteilles en plastique. Et pour réellement vous faire, parce que j'ai fait le calcul, je me suis dit, quoi si je fais ce voyage avec toute une équipe derrière moi, et on fait tout en train, hôtel, taxi, etc. Premièrement, la consommation d'eau va être réduite de 70%. Si je vis là-dedans. On va pas tenir la photo, mais c'est vraiment joli. Deuxièmement, toute l'énergie que je vais utiliser va être renouvelable, parce qu'on ne va que puiser de l'énergie des panneaux solaires. Troisièmement, la consommation des gaz et des diesels sera aussi réduite de 50%, parce qu'il n'y aura pas les trains puissent prendre des dédits dans des villes où vous faites tous les petits trajets. J'ai fait le calcul, vous pouvez me demander la fiche tout à l'heure si vous voulez. Les déchets produits, vu que moi je vis un style de vie qui est plutôt zéro déchet, il y aura moins de déchets. Et donc mon empreinte carbone en général sera réduite de 80% comparé à faire le voyage en train, en avion, etc. Oups. Pour vous donner une idée des champions qu'on va y rencontrer, on va rencontrer nos amis dans le Yunnan, on va y rencontrer des entrepreneuses absolument incroyables dans le Qinghai qui ont créé des marques de luxe au même niveau que Hermès en France et en fait qui vont directement retourner aux communautés chinoises. C'est un incroyable exemple. Et donc,
pour vous faire rêver juste un tout petit peu plus, et après je vais rendre le micro à la prochaine personne, le véhicule n'existe pas encore, donc il va falloir le construire. Donc du coup, je me suis dit, ce serait marrant que je construise chez moi, dans mon compound shanghaïen, avec mes voisins shanghaïens. Donc du coup, ça me prend 2 mois pour construire ceci, de mes propres mains, que je vais également filmer, que je vais également mettre sur la plateforme, pour montrer réellement à quoi ressemble un bolide sustainable. Puis, la première étape sera 3 mois, un petit break même 2 mois. Et puis, deuxième étape, encore une fois 3 mois. On pense que le voyage va durer en tout 9 minutes, 9 mois. Donc voilà, donc si vous voulez nous suivre, évidemment, Zero Shanghai existe toujours, on est toujours là pour vous servir. Pace reste et déjà en ligne, existe en chinois et en anglais. En anglais, si vous avez des personnes qui bossent en entreprise chez vous dans la sustainability, c'est un incroyable outil qui va vraiment vous aider à ne pas perdre d'argent, à ne pas perdre de temps, être clairement efficace. Et puis troisièmement, si vous voulez suivre mon aventure, l'aventure de notre équipe, vous pouvez pouvoir nous retrouver sur ces réseaux-là sous le nom Kailu, Open Roads. Open Road, donc Kailu signifie Open Road en chinois, mais ça veut aussi dire Blazing a New Path, que moi je traduis dans The Road of Possibilities, et réellement the new path que China is blazing right now pour l'industrie que je représente, qui est la sustainability. Donc voilà, sur ce, je vous demande, peu importe où vous en êtes dans votre, peu importe où vous en êtes dans votre chemin, vers le développement durable en entreprise, surtout ne vous arrêtez pas. Et merci à vous. Merci beaucoup, Alizée. Alors, j'ai oublié de dire au tout départ, on aura des questions et des réponses à la fin des 5 présentations. Et puis ensuite, c'est dommage pour les gens qui sont online, mais ici, on aura un petit événement de réseautage, hein, donc restez avec nous. Et puis, pour ceux qui sont derrière l'écran, rien ne vous empêche d'ouvrir votre frigo et puis de regarder comment ça se passe à distance. Nous allons passer maintenant au Canada et je demande à Joselito Sia de venir nous présenter la présentation suivante. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis José Sia. Je suis consul au Consulat général du Canada à Shanghai, responsable pour la science et l'innovation. Je suis très heureux de participer à cet événement pour la francophonie et de vous présenter Shadi Meshka. Elle est associée de recherche principale, contribuant à l'équipe de recherche et développement d'une compagnie canadienne, Earthos. Earthos fabrique des alternatives végétales au plastique traditionnel, contribuant à un avenir durable. Et maintenant, je vais donner la parole à Shadi. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci pour la production, pour l'introduction. Et je m'appelle Shadi Meshkat et comme il a dit, je suis l'associée de recherche principale chez Earthos à Toronto. Au Canada, on travaille sur le développement de plastique 100% végétal et compostable. Je vais tout d'abord... Okay. Alors, tout d'abord, je commence par une petite histoire sur le plastique. Le plastique pétrosourcé et commercial était là depuis les années 19 que la pollution plastique dans l'océan a été détectée pour la première fois. C'était pour ça qu'en 1970, le premier essai à régler le problème pollution a été fait par lancer le ruban de Mobius comme le logo universel des matériaux recyclables. Mais le problème avec le plastique était gigantesque.
au nord-est de l'océan Pacifique, où des courants océaniques se rencontrent. Ce fameux 7e continent a été découvert en 1997. Dans cette année-là, la concentration de plastique, depuis cette année-là, la concentration de plastique augmente de façon exponentielle chaque année. Et ce vertex de déchets a une superficie de 3,4 millions de kilomètres carrés, qui est presque 6 fois la France aujourd'hui. Donc, on sait que depuis l'année 1950, 8,3 milliards de tonnes de plastique a été produit et sur tout ça, juste 5 à 10% a été réellement recyclé. Donc, poussé par la nécessité de faire quelque chose pour cette situation, on a besoin d'avoir une autre solution au-delà du recyclage, qui est, voici, les bioplastiques. Le concept de bioplastique n'était pas du tout nouveau. Il existait pendant les décennies sous la forme de parkésine ou de cellophane, tous les deux à base de cellulose, jusqu'aux années dernières sous la forme de PLA, l'acide polylactique à base de maïs et les autres bioplastiques à partir des bactéries, des champignons ou des algues, etc. Mais en 2016, 3 étudiantes à l'Université de Toronto ont commencé à faire la recherche sur les bioplastiques comme l'alternative aux plastiques qui sont 100% végétales et compostables. Les 3 étudiants ont fondé EcoPackers, qui était renommé à plus de 20 employés travaillant à 2 endroits, à Toronto au Canada et à Shenzhen en Chine. Je vais parler plus sur Airtos dans les prochaines slides. Mais avant ça, je voudrais vous proposer 2 caractéristiques très importantes des bioplastiques. La matière première et la fin de vie. Les bioplastiques sont soit pétrosourcés, soit biosourcés. Et dans chaque catégorie. Et aussi, à la fin de leur fin de vie, les bioplastiques sont biodégradables, recyclables ou ils sont tout simplement déposés à la décharge ou incinérés. Et dans la classe des bioplastiques biodégradables, la biodégradation peut arriver dans le sol, dans l'eau marin ou au compost. Et les bioplastiques compostables sont soit industriellement compostables ou compostables à domicile. Et ce qui nous concerne à Airtos. En fait, comme vous voyez ici, les bioplastiques compostables sont une petite partie dans les bioplastiques biodégradables. Et encore une plus petite partie sont des bioplastiques compostables à domicile. Et les autres qui se forment, la majorité, sont les bioplastiques compostables qui sont industriellement compostables. Donc, qu'est-ce qu'il y a la différence vraiment? En fait, les plastiques compostables à domicile se désagrègent dans un bac à compost, dans le jardin et dans la température ambiante et dans une période plus courte, presque quelques mois. Mais les plastiques industriellement compostables nécessitent d'être traités dans une installation industrielle dans la température très élevée, des conditions spécifiques pour se désagréger. Donc, si un produit qui est industriellement compostable se retrouve dans un autre flux de déchets, il agira comme un plastique conventionnel et il restera sur la planète pour des milliers d'années. Donc, il est très important de distinguer entre les 2 classes de bioplastiques compostables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de standards globaux pour les bioplastiques afin de leur fin de vie. Et, la première à gauche est ce qui nous concerne à Airtos, qui sont pour les plastiques compostables à domicile. Juste une petite remarque ici que tout ce qui est marqué biosourcé, compostable, biodégradable avec les marques vertes n'est pas 100% écologique. Il faut que chaque produit soit traité convenablement dans sa fin de vie pour être 100% inoffensif pour l'environnement.
Donc, à Earthos, nous voulons introduire un nouveau standard pour les matières plastiques et notre matière certifiée Earthos se distingue avec leur compatibilité avec les lignes de fabrication existantes et aussi leur compostabilité dans la maison. À 3 piliers. La première est la planète, parce que nous croyons au pouvoir des plantes. Deuxièmement, c'est l'innovation, parce que nous sommes toujours faire quelque chose de nouveau. Et la troisième est la communauté, parce que nous croyons au pouvoir des gens et nous croyons que tout le monde a son part dans cette transformation. Mais il y a toujours des défis pour le changement. Et quels sont nos propres défis à Earthos? Premièrement, la matière première, parce qu'il complète avec les sources nourriture. Deuxièmement, l'avantage environnemental pour les bioplastiques, ce n'est pas toujours le cas parce que l'analyse du cycle de vie de bioplastique n'est pas toujours positive. Troisièmement, il y a toujours les limites avec l'infrastructure. Il faut investir en développement des processus de compostage autour du monde. Puis, l'incompatibilité de la plupart des bioplastiques avec les procédés de fabrication de plastique traditionnels est vraiment problématique. Et finalement, distinguer entre les plastiques conventionnels et les plastiques écologiques pour le consommateur n'est pas facile. Donc, on a besoin d'un symbole universel pour ça. C'est pour ça que on a l'intention d'introduire les matières premières certifiées Earthos dans 3 catégories. L'écoplastique ou écorésine qui remplace le polypropylène et pour produire les plastiques durs à usage unique. Deuxièmement, l'écofilm pour remplacer polyéthylène et produire film molle à usage unique. Et finalement, les écomousses pour remplacer polyestyrène et produire les mousses molles à usage unique. En conclusion, en remplaçant l'entrée industrielle, la ligne de fabrication existante pour créer les produits à usage unique qui vont partager, qui vont contribuer à l'économie zéro déchet. Nous ne réinventons pas la roue chez Earthos. En fait, nous la rendons plus durable. En bref, à Earthos, on transforme les sous-produits agricoles aux produits 100% d'origine végétale et aussi compostables à domicile que vous pouvez voir quelques exemples à droite. Et comme la première slide, je voudrais vous présenter un exemple d'un pilote réussi qu'on a fait en partenariat avec Abimbev. C'était un projet R&D financé par Abimbev pour développement d'une nouvelle résine afin de fabriquer les bouchons de fût de bière, comme vous voyez à gauche, qui étaient 100% d'origine végétale et compostables à domicile. Et finalement, je voudrais dire merci beaucoup pour votre attention et j'espère que nous pouvons tous faire notre part à protéger la planète parce que nous n'en avons qu'une. Merci et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Shadi, pour cette belle présentation. À propos des questions, pour les gens qui sont derrière leur écran, je leur propose d'écrire via le chat box qui est en bas de votre écran et on prendra vos questions ensuite en ligne à la fin de la 5e présentation. Pour la 3e présentation, on va passer à la France maintenant. Je demande à Xavier Asfeld de venir nous présenter le représentant français. Merci beaucoup, Didier. Très bien, je voudrais d'abord commencer par remercier Félix, qui est l'instigateur de cet événement ce soir pour cette organisation. C'est toujours un plaisir de rencontrer les collègues des différents consulats et puis pouvoir parler français de temps en temps ici, c'est pas plus mal. Merci beaucoup à Sissi pour toute l'organisation. Je sais que tu ne me comprends pas encore, mais je suis sûr que tu vas apprendre le français prochainement.
Donc, c'est très important pour la France, ce genre d'événement, et spécialement à Shanghai, parce que nous disposons d'une très, très grande communauté, un très grand écosystème de start-up. Ça s'appelle la French Tech, une association, ils se sont regroupés comme ça. Et il y a Leonidas là-bas dans le fond, avec ses camarades. Et il y a énormément de choses qui se passent sur Shanghai, dans la communauté française. Et quand ce soir, j'ai proposé à la French Tech, trouve-moi une start-up qui voudrait bien présenter, etc. Ils m'en ont présenté énormément. Et donc, nous avons dû faire un choix drastique. Ça a été très dur et le lauréat est là ce soir. C'est Laurent qui va nous présenter Bluesen. Je crois que dans le contexte actuel, avec la pandémie qu'on connaît encore malheureusement et qu'on a surtout subi l'année qui vient de passer, Laurent propose une solution qui associe à la fois le bien-être respiratoire et le bien-être visuel. C'est un spécialiste du design. Et il va vous présenter ces appareils. Je ne vais pas parler plus longtemps. Laurent, si tu veux bien. Tous, merci Xavier pour la présentation ô combien élogieuse. Je prends le pointeur et c'est parti. Bluesen, alors c'est le nom de notre marque qui est maintenant un tout petit peu plus établie, une start-up qui a été créée en Chine et en France en parallèle pour traiter les marchés évidemment asiatiques et européens en priorité. Alors, Towards a Safer Life, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aimerait bien un petit peu se libérer des contraintes des procédures sanitaires, avoir une vie un tout petit peu plus simple dans ce contexte épidémique, et puis aussi retrouver une activité économique normale et que tous puissent rejoindre la sustainability, mais sans laisser tout le monde sur le carreau au passage. Et donc, bref contexte, je ne vous rappelle pas qu'on a eu une petite crise, petit Covid-19 qui est passé par là, qui est encore très présent en Europe. Et nous, c'est un marché sur lequel nous sommes très présents en ce moment. Ils ne sont pas du tout dans la même phase. Là-bas, on est encore dans une nécessité liée à l'épidémie. On est en train d'essayer de trouver des solutions, notamment pour tous les espaces qui reçoivent du public, que ce soit les salles de spectacle, mais aussi les magasins, tous les transports de la gare jusqu'à l'aéroport et autres. Vraiment ce besoin-là. Tout ça a créé un changement dans les habitudes de consommation, un changement dans les attentes, une envie globalement de bien-être exprimée par tout le monde, que ce soit ici en Chine avec la santé comme service, puisqu'on est déjà, nous, dans l'après ici, ou en France, ou au Canada, au Mexique ou ailleurs, où ils sont encore dans une phase épidémique un peu différente. Et donc, même si cette idée naît pendant le Covid et nous saute aux yeux à ce moment-là, l'idée, c'est aussi d'anticiper sur le futur et les prochaines épidémies, certes, mais c'est aussi de traiter tout ce qu'on avait oublié jusqu'à maintenant sur les rhumes, la grippe saisonnière, la gastro-entérite, tout ce qui est directement lié aux organisations, à l'absentéisme, et qui, tout ça, mis bout à bout, coûte un argent énorme aux organisations. Et donc, avec nos modestes moyens, nous avons développé plusieurs solutions que je me propose de vous montrer maintenant. Alors, il n'est pas impossible que je dise souvent 90 et 99. Voilà, je ne maîtrise pas le 90. Ne me voyez pas. OK. Bon, pour désinfecter un espace, que ce soit des surfaces ou de l'air, on a 3 solutions globalement. Le chimique, donc ça on connaît tous, hein, la javel, hein, le pchit-pchit, okay, ça marche à peu près quand c'est bien fait, mais ça doit être fait par quelqu'un, évidemment, la plupart du temps. Donc c'est consommateur d'humains, c'est quelque chose de très classique auquel on est tous habitués. Pour nous, c'est un petit peu l'image de la désinfection et du nettoyage. Mais bon, comme je disais, il faut que ce soit fait par quelqu'un, donc c'est très consommateur de temps, de travail, et c'est assez irrégulier puisque l'intégralité des surfaces est difficile à faire.
Bon, deuxième chemin pour la désinfection, le thermique, inapplicable dans la plupart des cas qui nous concernent, puisqu'on est sur des applications grand public de la vie quotidienne. Donc, vous baladez rarement avec un vaporisateur ou un congélateur sur vous pour désinfecter. Et puis, il y a une troisième solution qui est le photobiologique, et notamment à travers la lumière des rayons UVC. Et c'est la solution qu'on a retenue. C'est une techno que j'avais déjà croisée dans l'industrie avant et qui nous a paru extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie ce que sont les UVC. Et ça nous a paru très, très intéressant. Peu consommateur en énergie, très efficace, rapide. Donc, on a dit, pourquoi pas travailler là-dessus. Alors, le soleil émet des UV, bien sûr, parce que les UV sont dans la lumière. Hein, donc, jusque-là, rien de compliqué. Mais les UVC que l'on va utiliser pour la désinfection, eux, ne traversent pas l'atmosphère. Donc, les UVA et les UVB vous font bronzer, vous donnent des coups de soleil. Les UVC, votre corps n'en a jamais reçu. Et aucun organisme vivant ne s'est jamais adapté à ces rayons-là. Donc, quand les micro-organismes sont touchés par ces rayons, ça les inactive. Alors, je vous passe les détails techniques, mais ça empêche leur reproduction en les inactivant. Et donc, de fait, les rend inoffensifs. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la technique, l'effet maximum germicide des UVC se situe dans des ondes électromagnétiques, ici vous avez avec la ligne rouge, de 254 environ nanomètres. Et là, vous me dites, on est bien avancé. Voilà. Donc, on a retenu ça. Alors, j'en profite au passage pour signifier qu'on n'a pas fait ça seul, évidemment. On a développé ces solutions avec Philips, qui nous a donné un gros coup de pouce, puisque c'est un spécialiste de l'UVC. Eux bossent avec cette techno-là depuis une quarantaine d'années. Et ils ont un pool de startups aussi qui aident au quotidien sur différentes applications. Voilà. Et nous, on a décidé de choisir des applications extrêmement grand public pour pouvoir installer cette techno-là qui aujourd'hui est utilisée dans les transports, un peu dans l'agroalimentaire, dans bien sûr le médical, l'inscrire dans un nombre d'applications de la vie quotidienne largement différentes. Le restaurant, le bar, la cabine d'essayage, l'ascenseur, avec deux appareils différents, un qui va aller désinfecter les surfaces et l'autre l'air. Je passe très rapidement les détails. Évidemment, les UVC sont dangereux comme n'importe quel UV et même plus irritants pour la peau que les UV A et B. Donc, le contact avec les yeux, avec la peau, n'est pas recommandé. Voilà. Alors, on a fait deux produits, deux appareils. Le premier que vous avez ici, qui s'appelle Blue Zone, lui, son job, c'est de désinfecter l'air et les surfaces dans des petits espaces confinés à fort trafic. Ascenseur, cabine d'essayage, toilette, pour faire très simple. Et le deuxième, lui, c'est pour les plus grands espaces, comme cette salle, par exemple, de désinfecter l'air uniquement. En gros, tout le monde dans le monde scientifique s'accorde à dire que 80% des contaminations sont en général aéroportées, hein, pour les virus saisonniers, et le Covid n'est pas une exception. Donc, on va traiter l'air en permanence pour dans des événements comme celui-ci, voilà, qu'on ne se refile pas nos rhumes. Alors, Blue Zone, je vais pas poser le micro, je vais essayer de le faire d'une main. Hop. Voilà, c'est lui. Alors, je fais la démo en direct. Je vous allume avec des UV. Non. Ça, on regardera après, mais voilà. Pour dire que ça existe et qu'on a le développement est terminé. Aujourd'hui, ce sont nos amis de chez Bureau Veritas qui s'occupent de faire les certifications qui sont en cours. Voilà. Donc, vous voyez, il est presque, oui, il ressemble bien à la 3D. Donc, ce que vous avez ici dessous, je vous explique tout de suite ce que c'est. L'innovation, elle n'est pas dans l'UV. On a juste pris une techno qui existait, on l'a adaptée à d'autres applications et on a surtout rendu le produit sûr. Évidemment, la sécurité est le problème numéro 1. Donc, vous voyez que, hop là, super, ça marche. Ce Smart Automated System qu'on a créé va combiner 3 détecteurs
qui sont les deux petites sphères que vous avez sur les côtés, et celui-ci qui est un détecteur diffusion de lumière, le tout relié à un système interne électronique qui va gérer les cycles de désinfection. Ça, c'est un produit automatique. Une fois qu'il est installé, on, et on l'oublie. Donc, ça veut dire dans les ascenseurs, cabinissage ou autre. Le système sait quand quelqu'un est rentré, quelqu'un est sorti, va lancer un cycle de désinfection. C'est dans 3 minutes pour arriver à 99,9% sur un espace typique d'ascenseur. Voilà, pour faire très simple. Je vais très vite parce qu'on est un tout petit peu pressé par le temps et Sissi me rappelle que je parle trop. De références différentes. Une très large couverture des UV. Voilà ce que ça donne. Donc, dans une cabine d'essayage, 3 minutes max, mais vous voyez que pour arriver à 1 minute de désinfection sur un espace typique, encore une fois, hein, je ne parle pas d'une cabine de 150 mètres carrés, on est à 1 minute. 2 minutes à 99% et 3 minutes à 99%. Je continue. Voilà, petite application toilette. Pour des contacts évidents, on est obligé, pour des raisons évidentes, on est obligé d'avoir les contacts physiques. C'est pour ça que c'est important dans ces endroits-là de de décontaminer les surfaces. Voilà, le bouton de l'ascenseur, typiquement. Je reviens très vite là-dessus. AirProp, lui, fonctionne, vous en avez tous ici, moins en Europe, des filtres à air à la maison. Ça pompe de l'air, ça le nettoie, ça ressort. 99% purifié, débarrassé de tous les virus. Voilà, et lui, vous l'avez là-bas. Alors, sur pied. L'idée est la même que pour l'autre, mais ici, on vient traiter l'air seulement. Et on va traiter 99,9% des micro-organismes en le passant à travers ce cylindre, cette enceinte. Ça ressemble à beaucoup de choses. Et en essayant d'avoir un design à peu près élégant pour venir s'installer dans des endroits qui sont existants sans venir casser les designs. Voilà. Alors, je suis passé très, très vite. On se voit après pour les questions, si vous en avez, avec grand, grand plaisir. Voilà. Et j'ai terminé ma séance photo. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Laurent pour ces magnifiques prototypes et cette présentation. Malheureusement, pour les gens qui sont online, on n'a pas vu le deuxième prototype parce qu'il est hors du champ de vision. Mais peut-être pour la session de questions-réponses, on pourra ensuite l'amener devant l'objectif. Nous allons passer maintenant au Luxembourg. Est-ce que David Storn peut nous rejoindre pour nous présenter ce qui se passe dans sa principauté? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et pour commencer, merci beaucoup Félix et ton équipe pour ce merveilleux accueil, toujours très chaleureux. Si je suis là ce soir aujourd'hui, c'est pour présenter donc professeur Radu State, qui est diplômé de l'université Johns Hopkins et titularisé de l'INRIA à Nancy. Professeur State est maintenant chef du groupe de recherche à Sedan, à SNT de l'Université de Luxembourg, qui est un centre interdisciplinaire pour la sécurité, fiabilité et la confidence. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, pendant une mission de Luxembourg en Chine, de rencontrer. On a pu bien parler de certaines de ces activités, dont la blockchain, big data et les sécurités des réseaux. Voilà. Donc, Radu, je te remercie d'être avec nous ce soir et de partager ta science avec nous. C'est à toi de jouer. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de faire partie de l'événement, même si c'est juste virtuel. J'ai hâte de participer aussi physique quand ce sera possible. Quelques mots sur notre projet. Donc, c'est vrai, je travaille beaucoup sur la blockchain, on travaille beaucoup sur la data analytics. Et à un moment donné, on s'est dit comment on peut lier la blockchain avec le data analytics et faire un projet qui a une vraie finalité vers d'autres domaines que ceux de la finance dans lequel on a travaillé dans le passé. Donc, je vais partager quelques transparents avec vous. C'est un projet qu'on a lancé
J'espère que mes transparences sont visibles. Oui, ça se voit. Donc, c'est un projet qui est financé par le Fonds national de la recherche au Luxembourg. C'est un projet qui a comme but d'aller sur le marché, donc de faire ce qu'on appelle le technology transfer, donc s'appuyer sur les résultats de recherche qu'on a menés dans le labo, et ensuite aller vers l'industrie, aller vers la création d'une start-up et d'une spin-off. On est parti d'une observation qui nous a un peu marqué, c'est qu'on a vu qu'il y a des médicaments faux, des contrefaçons qui sont vendus un peu partout, mais en plus particulier en Afrique, il y a des enfants qui meurent, et on a vu des statistiques. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 minutes parce que les médicaments qu'il prend, c'est des faux médicaments. Et il n'y a pas juste le problème, pas juste un problème localisé en Afrique, mais c'est un problème qu'on a identifié aussi à l'échelle de l'Europe. Ça touche un peu les produits de cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Et imaginez-vous que vous avez un produit cosmétique, donc une crème, vous menez sous la peau et après vous apprenez que peut-être il y avait des ingrédients qui étaient cancérigènes, c'était peut-être mal fait. Et ça pose des problèmes, ça pose aussi des pertes pour les sociétés qui les produisent. Il y a à la fois des pertes pour tout ce qui est services douaniers, parce qu'il y a beaucoup de cigarettes qui sont produites avec n'importe quoi dedans, donc il y a un risque sanitaire. Il y a aussi un risque, il y a aussi des pertes pour les douanes. Et ensuite, on a identifié, on travaille avec une grande société au Luxembourg pour la détection des contrefaçons dans la nourriture. Donc, je suis sur NDA, donc je ne peux pas nommer la société, mais c'est une énorme société. Et ils ont vu qu'en fait, il y avait des produits qui étaient un peu partout au monde, où soit c'était des produits périmés, mais packagés avec des contrefaçons en termes de packaging, ou quasiment tout le produit était... c'était pas le bon produit. Et ça menait vers aussi, il y avait un risque sanitaire. Donc, on est parti sur l'idée de comment on peut résoudre ce problème. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle qualité de détection, détecter la qualité des produits. Il y a des propriétés chimiques. Tout produit est fait. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la chimie, hein, mais en regardant un peu la science, on a vu qu'il y a beaucoup de structures chimiques qui, à partir du moment où on leur envoie de la lumière, et de la lumière qui est proche d'une certaine bande de fréquence, donc typiquement dans la bande qui est très proche de l'infrared, il y a des résonances, donc les molécules ils commencent à absorber la lumière. Et du coup, en regardant le pattern de modèle qui résulte, on peut détecter si c'est le même produit ou non. Donc, on s'est dit, tiens, la spectroscopie peut nous aider à identifier les contrefaçons ou à identifier les produits de mauvaise qualité. Cependant, ce que se faisait dans le passé, c'était que le spectromètre, c'était des infrastructures assez lourdes, ils étaient opérés dans un labo, donc quasiment quand on trouve quelque chose dans un magasin et on veut vérifier si c'est le bon ou non, il fallait l'envoyer dans un labo. Et ça c'est pas trop scalable. Donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire à l'envers? C'est d'avoir des petits spectromètres portables qui peuvent être envoyés partout avec les inspecteurs qui vont aller sur place, scanner le produit et avoir le résultat assez rapidement si c'est un produit de contrefaçon ou si c'est un produit légitime. Comment ça marche en pratique? Parce que j'ai beaucoup dit machine learning et blockchain. À partir d'un produit qu'on veut identifier, qu'on veut tout à fait faire l'apprentissage, on va générer des scans, donc on va le scanner. Ensuite, on va les données brutes, on va les envoyer dans notre cloud. Dans notre cloud, on a identifié les algorithmes de machine learning qui nous permettent d'identifier l'empreinte moléculaire d'un produit. Donc, à partir d'un produit, d'exemples positifs, on arrive à construire l'apprentissage. Ça a l'air simple, mais en réalité, ce n'est pas évident parce que le spectroscope, même si on scanne 2 fois le produit avec le même spectromètre, on n'a pas vraiment le même résultat. Et même si c'est des produits qui sont produits en série par la fabrique, par la même fabrique, ce n'est vraiment pas le même modèle. Donc, on a dû travailler beaucoup sur la partie machine learning. Ça nous a pris à peu près 1 an. Et ensuite, en termes d'usage, l'inspecteur, il va dans un magasin ou dans un endroit où il veut scanner, il scanne et ensuite,
on envoie à la fois le résultat dans le cloud pour faire l'identification et le résultat de l'inspection, on le sauvegarde sur la blockchain. Et c'est ici qu'on met la blockchain et la machine learning ensemble. Pourquoi la blockchain? C'est parce qu'en travaillant avec la grande société que j'ai mentionnée, leur service de ce qu'on appelle le copyright infringement, ils nous ont dit on veut avoir des preuves. C'est-à-dire, l'inspection, c'est bon, mais on a besoin de preuves pour pouvoir construire un dossier qui éventuellement ira en justice. Donc, on veut avoir une preuve immutable du résultat de l'inspection. C'est pour cette raison qu'on a déployé la blockchain. C'est une équipe, ce n'est pas le one-man show, c'est une équipe à la fois technique et à la fois business development. Donc, on a là le technical lead, c'est Wai Hung, mon collègue, mon postdoc dans l'équipe. Ensuite, on a data engineering, on a du marketing, on a aussi ce qui est un peu aide pour développer le business. Juste comme ça, une sommaire, c'est qu'on a une équipe et une solution qui pour l'instant sont uniques, un prototype qui est fonctionnel et actuellement, on est à la recherche de partenaires avec lesquels on veut explorer des manières de travailler ensemble, avoir des use cases, élargir aussi vers d'autres domaines que juste le packaging. Ça peut être appliqué, par exemple, pour le plastique. Ça a été mentionné un peu l'économique circulaire. Tout ce qui est recyclage de plastique, on peut détecter différents types de plastique via la spectroscopie également. Donc, je pense que les transparents vont être partagés. Si vous voulez avoir une idée de comment ça fonctionne, bon, il y a des clips sur YouTube. Par exemple, on a travaillé sur la qualité de l'acier avec une autre société au Luxembourg. Ou détecter, par exemple, les cigarettes, voir si c'est la même packaging ou non, le paquet ou non. Vous l'avez également dans le lien YouTube. J'aimerais aussi partager un petit clip vidéo pour animer un peu, pour que ce soit un peu dynamique. Donc, je vais aller partager mon VLC. J'espère que je le trouve. Il est mon VLC. Il est là. Bon, je m'excuse d'avant pour la musique, hein, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est que 3 minutes. Je vous la laisse défiler la vidéo maintenant. Donc là, ça c'était tout. Et comme je l'ai dit, on est vraiment très intéressé de pouvoir monter des collaborations avec des partenaires qui sont intéressés par notre technologie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et le film. Ça donne un peu de dynamisme à la soirée. Et puis, pour finir, je ne vais pas appeler quelqu'un d'autre pour présenter le candidature, parce que c'est moi qui vais le faire. Et c'est aussi un professeur Stevian Defila, qui va nous parler en direct de Tianjin. Alors, professeur Defila, il est président adjoint du Centre d'énergie durable de l'APEC et professeur à l'école d'architecture de l'Université de Tianjin, où il enseigne la masterclass sur le développement urbain durable. Alors, il a son centre principal d'intérêt qui est de contribuer à rendre les villes de l'APEC plus durables. Alors, de 2010 à 2016, il a été directeur de l'Energy Charter, une organisation intergouvernementale sur l'énergie dont le siège est à Bruxelles. Ensuite, de 1999 à 2010, il était conseiller principal en matière d'énergie auprès du ministre suisse de l'économie et du secrétariat d'État de l'économie à Berne.
Et puis aujourd'hui, il est président adjoint du Centre d'énergie durable de l'APEC. Alors, ce centre de l'énergie durable, il était construit, il était mis sur pied en 2014. Et puis, il est affilié à l'Administration nationale de l'énergie de Chine. Et puis, l'objectif de ce centre, c'est de fournir un soutien intellectuel et de garantir la participation proactive de la Chine à la coopération énergétique dans le cadre de l'APEC, mais aussi de fournir une plateforme pour la coopération en matière de technologie énergétique durable, des solutions globales et des services professionnels pour les économies de l'APEC et de coordonner activement le développement durable en matière de l'énergie et d'environnement dans les régions de l'APEC. Alors, pour en parler, monsieur le professeur Stéphane Defila, qui lui a étudié les statistiques aussi, l'économie et l'énergie, notamment à Neuchâtel et à l'EPFL. Monsieur Defila, professeur Defila, vous êtes en ligne? Vous nous entendez? Oui, absolument. La parole. Oui, mais merci beaucoup et un grand merci tout d'abord. Permettez-moi d'exprimer toute la joie que j'ai de participer ce soir et de présenter quelques-uns de nos travaux. Alors, est-ce que j'ai réussi à partager l'écran? Voilà. Voilà, je pense que ça va marcher. Je vais vous parler du sujet vers un outil de suivi des objectifs de développement durable pour les villes APEC. Alors, je me suis permis d'ajouter la dénomination anglaise. Donc, c'est un Urban SDG Tracker pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie française. Tout d'abord, rapidement, on a en deux mots. Qu'est-ce que c'est donc l'APEC? Donc, c'était une organisation créée en 89 à Canberra. On parle d'économie de l'APEC, pas de pays membres. Donc, à présent, nous avons 21 économies membres. Donc, nous avons 38% de la population mondiale, 42% de la surface terrestre, 47% du commerce, 60% du PIB mondial et 62% à peu près des émissions mondiales de CO2. Il y a beaucoup d'organismes de coopération technique, y compris aussi un secrétariat à Singapour. Notre centre, le Centre pour l'énergie durable, APEC, a été créé en 2014 lors de la 11e réunion ministérielle et nous sommes actuellement partie intégrante de la faculté d'architecture de l'université de Tianjin. Notre mission, comme l'a déjà été dit, c'est de promouvoir la coopération pragmatique dans le domaine de l'énergie et d'agir en tant que groupe de réflexion de l'administration nationale de l'énergie chinoise. Nous avons 3 programmes piliers, un programme de la technologie du charbon propre, un deuxième programme, le réseau coopératif des villes durables, ça c'est le mien. Ensuite, le 3e programme pilier des solutions pour la transition énergétique. Et puis, nous organisons plusieurs événements annuels dans 2 ateliers, un forum au sein de l'APEC. Donc, je vais vite, rapidement vous parler des défis de durabilité et de résilience dans l'APEC. Ensuite, un peu exposer les principes de base de l'outil de suivi des objectifs de développement durable. Ensuite, parler des statistiques de durabilité et de résilience. Et ensuite, on aura le temps pour les questions-réponses. Donc, notre recherche de base a été publiée dans 2 grands rapports, chacun plus de 200 pages. Un premier de 2019, un deuxième qui vient de sortir ce mois-ci. Le premier qui fait un peu un survol général des problèmes de l'urbanisme dans les pays de l'APEC, et le deuxième qui est plus particulièrement lié aux désastres et aux catastrophes. Donc, le premier rapport, il a identifié 5 déficits de développement durable. Donc, d'abord, le manque général de circularité, ça c'est une évidence. Ensuite, une résilience insuffisante aux catastrophes, ça aussi c'est une évidence. Et donc, c'est le thème du deuxième rapport. Ensuite, l'absence de découplage entre croissance économique et émissions CO2, ben ça c'est tout ce qui est autour de l'accord de Paris. Ensuite, le risque de formation des bidonvilles. Là, les pays, les économies de l'APEC sont un peu mieux loties que le reste du monde. Il y a moins de bidonvilles dans les pays APEC que, par exemple, en moyenne dans le monde. Mais alors, le problème très, très grand, c'est le manque de statistiques urbaines. Et ça, en fait, c'est ce dont je vais vous parler.
Alors, les catastrophes d'origine géologique, comme nous les avons analysées dans le deuxième rapport, la région APEC est vraiment un centre beaucoup plus violent de toutes sortes de catastrophes. Les 20 tremblements de terre les plus puissants jamais mesurés ont tous eu lieu au cercle du feu autour du Pacifique. Les tsunamis, ce sont les risques naturels les plus dangereux, les plus difficiles à combattre. Et le tsunami du mars 2011 au Japon a été le tsunami le plus violent jamais enregistré. Et puis aussi, la plupart des super grandes éruptions volcaniques, surtout celles qui ont causé des effets globaux, ont tous leur origine dans la région de l'APEC. Je mentionne l'éruption du Tambora, qui en 1815 a créé une année sans été dans l'hémisphère nord avec beaucoup de famine. Ensuite, les catastrophes d'origine hydrométéorologique, ça c'est celles qui sont amplifiées suite au changement climatique. Nous avons tous les 3 types de tempêtes tropicales, donc les ouragans, les typhons, les cyclones. Ensuite, nous avons les vagues de chaleur. Depuis récemment, n'est-ce pas, depuis à peu près 10 ans, nous mesurons des records de chaleur, même en Sibérie du Nord, comme 2020, 38 degrés. Et juste pour vous rappeler que la latitude de la Sibérie n'est pas très différente de celle du Groenland. Et s'il y avait la même température qui avait lieu au Groenland, la glace fondrait et ça occasionnerait un gain de niveau de la mer de 7 mètres. Ensuite, les inondations, plusieurs économies APEC en sont vraiment frappées, de même les feux de forêt. Ensuite, les catastrophes d'origine biologique, microbiologique. Ça, c'est évidemment la pandémie actuelle. Ici, nous voyons le nombre de décès. Le Covid, il est encore en cours. Donc, ça, on peut le suivre, on peut suivre ce graphique de jour au jour. Actuellement encore, l'effet principal du Covid n'est pas le nombre de morts, mais c'est bien les effets secondaires. Donc, quand le BIT parle de jusqu'à 25 millions d'emplois perdus, ou la CNUSED parle de 30 à 40% d'investissements directs étrangers perdus, ou l'Organisation mondiale du tourisme parle d'un déclin de 20 à 30% du tourisme. L'UIT dit qu'il y a la possibilité de 3,6 milliards de personnes déconnectées par manque d'économie de ce pays, une connexion, ou bien l'UNESCO qui parle d'1,5 milliard hors école, tout simplement parce que les écoles sont fermées. Donc là, ce sont ces effets-là de la pandémie qui sont très importants. Et maintenant, nous avons affaire à un nouveau type de risque, le risque systémique. Je vais choisir une phrase pour décrire l'état du monde. Nous sommes dans un monde où les défis mondiaux sont de plus en plus intégrés, les réponses sont de plus en plus fragmentées, et si cela n'est pas inversé, c'est une recette pour un désastre. Et cela a été dit en janvier 2019, donc une année avant le Covid. Et le Covid, c'est bien l'illustration que nous sommes dans ce paradigme-là. Donc, ce l'avènement, c'est bien bon, mais je crains que ça ne va plus suffire à l'avenir. Voilà. Donc, la deuxième partie maintenant de mon petit exposé, c'est de parler un peu des principes des bases sur laquelle nous avons décidé de construire l'outil de suivi qui est un outil statistique. Donc, nous voulons premièrement être basés sur les cadres mondiaux existants. Il est très important, si nous construisons cet outil de suivi, que pour les villes, d'être basés sur des objectifs aussi près que possible sur les objectifs tels qu'ils ont été définis dans les objectifs de durabilité de l'ONU, y compris l'accord de Paris sur le climat. Ensuite, un deuxième cadre politique qui est très important, étant donné la très très grande présence de risques de catastrophes naturelles, c'est le fameux cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, qui date aussi de 2015, aussi adopté par l'ONU. Tous ces documents ont été mis en opérationnel en 2017 par des décisions de concrétisation. Nous avons d'un côté le système des indicateurs des objectifs de développement durable
De l'autre côté, nous avons le tableau de bord pour la résilience aux catastrophes qui a été adopté et qui est typiquement un document pour les villes. Un deuxième objectif pour nous, c'est d'être guidé par les objectifs énergétiques de l'APEC. Alors, l'APEC, dès l'an 2000, on a commencé à faire des réflexions sur la politique de sécurité énergétique. En 2009, on a ajouté un volet sur les subventions aux combustibles fossiles. Ensuite, en 2010, encore, on a ajouté tout un programme sur les communautés à faible émission de CO2, y compris les villes modèles à faible émission de CO2, qui est un programme qui a duré maintenant depuis 10 ans, où on a essayé de mettre sur pied des villes modèles qui sont, comme l'indique le nom, émettent moins de carbone. Ensuite, très important, dès 2011, donc la réduction de l'intensité énergétique de 45% sur 30 ans, donc 1,5% par année, qui avait été décidé par les dirigeants de l'APEC en 2011. Et puis, plus tard, en 2014, les leaders, ils ont décidé le doublement de la part des énergies renouvelables. Ça va un peu plus loin que l'ONU qui ne parle que d'une augmentation substantielle de la part des énergies renouvelables. Donc là, nous avons des objectifs relativement clairs qui nous définissent ce qu'on entend par développement durable. Alors, comment construire des statistiques sur de durabilité et de résilience? Tout d'abord, nous avons réfléchi sur les concepts de développement durable entre 1992 et 2019. Vous vous souvenez certainement, la conférence de Rio en 1992, le modèle avec les 3 cercles. Et le problème avec ces modèles, c'est que cela suggère qu'une partie de l'économie est à l'extérieur de la société. Et ça suggère aussi qu'une partie de la société est à l'extérieur de l'environnement. Donc, c'est comme si on était sur 3 planètes différentes. Et ça, c'est bien un des problèmes de cette représentation-là, parce qu'en réalité, l'économie est bien une émanation de la société, et la société est complètement à l'intérieur d'un environnement naturel. Et puis, nous avons ajouté le point de gouvernance. Parce que la gouvernance, c'est vraiment le centre important, le centre névralgique important qui nous aide à gouverner le développement durable et la résilience dans la bonne direction. Puis nous avons attribué les 17 objectifs de développement durable à ce système de cercle concentrique pour avoir au centre l'objectif de gouvernance et puis un petit peu plus à l'extérieur les objectifs économiques et puis encore plus à l'extérieur les objectifs sociaux et puis le cercle le plus grand, c'est les objectifs environnementaux. Avec ça, nous avons créé une certaine conception et un ordre pour pouvoir gérer la quantité très, très grande de ces différents objectifs. Nous avons fait un peu la même chose avec le thème de résilience aux catastrophes. Là, nous avons utilisé le tableau de bord pour la résilience aux catastrophes des villes et nous avons créé, aussi ordonné tous ces différents indicateurs selon l'axe d'urgence. À gauche, vous avez les actions les plus urgentes, donc les systèmes d'alerte ou la réponse rapide en cas de désastre. C'est le minimum qu'on peut demander à une communauté d'avoir des réponses comme ça. Ensuite, un peu plus loin, donc les systèmes de gouvernance, c'est déjà du moyen terme, les systèmes de gouvernance urbaine, l'amélioration un peu de gestion, des principes, etc. Y compris le fameux principe qu'on doit reconstruire mieux après une catastrophe pour éviter la catastrophe, donc toute la planification de ça. Et puis, au plus long terme, c'est au fond les 5 grands domaines d'investissement et pour la planification urbaine intégrée qui doivent permettre aux villes et aux infrastructures d'avoir une sorte de résilience intrinsèque aux différents désastres. Alors, l'élément essentiel de notre analyse était de synthétiser d'un côté le développement durable qui était ici avec la résilience aux catastrophes.
Les deux ont deux approches relativement différentes et nous avons vu qu'on pouvait considérer, prendre au fond l'axe du temps pour voir les réactions les plus rapides, ensuite les réactions les moins rapides à moyen terme, ensuite tout ce qui concerne les infrastructures pour atteindre le développement durable qui est un objectif à plus long terme. Et nous avons aussi ajouté un peu de sciences systémiques, car pour chaque objectif que vous avez au fond besoin d'un instrument. Et ça, nous avons pu avoir ici donc les critères, les critères de la résilience durable sont vraiment les instruments qui permettent d'atteindre le développement durable. En d'autres termes, il est illusoire de croire que quelqu'un, une ville ou un pays puisse devenir durable, pour avoir un développement durable, s'il n'y a pas de résistance contre les catastrophes et tous les types de désastres qui tombent dessus. Donc, il faut bien avoir ça en vue. Alors, comment nous avons organisé ça en fonction des genres de villes et des genres de communautés qui sont tous à des niveaux très, très différents. Donc, pour commencer, le niveau d'engagement relativement bas, que nous appelons niveau d'engagement 1, c'est celui qui est destiné pour les communautés qui sont relativement petites, qui n'ont pratiquement pas de statistiques indépendantes. Et là, nous demandons tout simplement, nous proposons tout simplement de collecter à peu près 6 ou 7 séries de statistiques les plus évidentes dans la dimension de développement durable et ensuite dans la dimension de résilience aux catastrophes, tout ce qui appartient au système d'alerte et de réaction rapide, vraiment pour que le minimum soit en place déjà tout de suite. Ensuite, dans un deuxième niveau, un peu plus avancé pour les villes, disons, de taille moyenne, nous leur proposons de collecter des statistiques qui leur permettent de faire un peu de progrès plus rapide. Donc, sur des domaines clés, nous nous concentrons sur l'énergie, l'innovation industrielle et l'informatique. Et puis, au niveau de la résilience aux catastrophes, nous avons les domaines qui sont relativement faciles en théorie d'améliorer, c'est la gouvernance pour traiter des catastrophes. Donc, avoir suffisamment, y compris par exemple suffisamment d'argent, suffisamment de stock, etc., d'urgence, etc., pour les catastrophes. Donc, ça, c'est pour le niveau d'engagement 2. Ensuite, le niveau d'engagement 3, c'est vraiment pour les villes grandes qui veulent aller vers un plan d'action local et qui veulent y compris moderniser tout le système de transport en construisant de métros, etc. Il y a besoin de beaucoup de données. Donc, nous collectons ici l'ensemble des indicateurs pour l'objectif des villes durables. Donc l'objectif 11. Ensuite, nous avons tout ce qui a à faire aux différentes infrastructures, etc. Et nous complétons cela avec au moins un objectif, au moins une série de données de chacun des objectifs de développement durable, de sorte à ce que nous touchions avec le minimum nombre de données, nous touchions quand même l'essentiel des variables pour pouvoir donner à la ville, aux villes, aux communautés locales la possibilité d'appréhender et de gérer à la fois le développement durable et la résilience aux catastrophes. Donc voilà, avec ça, j'ai terminé et nous pourrons donc passer aux questions-réponses si vous en avez. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, professeur Deschila, pour votre exposé qui était plus comme un bilan des choses qui se sont passées plutôt que de proposer des solutions, mais c'était très intéressant quand même.
Il semble que nous n'avons pas de questions en ligne, mais par contre, on a certainement des questions dans la salle. Alors, pour les personnes qui voudraient poser des questions, je vous propose de lever la main. Alors, je vous propose peut-être de venir ici, comme ça on peut vous voir devant l'objectif et adresser votre question. Mais exactement. J'avais peut-être une question pour Alizé qui fait des économies de 70% de carbone, de CO2, etc., etc. Je voulais savoir, est-ce que tous ces calculs sont faits à confort ou à bien-être constant, ou est-ce que tu envisages aussi une réduction du confort ou du bien-être? Donc, une réduction du confort et du bien-être? Non, je pense que les deux vont main à main. Ok, donc la question que vous posez, c'est par rapport aux économies qu'on fait, est-ce que ça aura aussi un impact sur le confort? Je pense que aussi longtemps que les billets d'avion sont moins chers que les billets de train, les gens vont choisir le confort, donc du coup, prendre le billet de train, le billet d'avion, ça va être plus facile. Je pense que le grand problème aujourd'hui avec l'environnement et la sustainability, c'est qu'il y a une inconvenience, ce n'est pas confortable, ce n'est pas convenient. Donc, en fait, je pense que le plus grand frein aujourd'hui pour que les gens avancent, que les entreprises avancent, c'est justement ce frein au confort. Moi, justement, je cherche à aller vers l'inconfort. Donc, vivre dans un véhicule ou voyager en véhicule pendant 9 mois n'est pas vraiment une question de confort. Je vais faire de mon mieux pour que ça ait un minimum de confort. Mais non, je pense que c'est un peu, dans mon cas, par rapport au documentaire, je pense que c'est plus justement voir où est cette limite de the edge, vers où est-ce qu'il y a moyen de trouver une balance justement pour les entreprises, pour les personnes, parce que je suis très consciente que je suis une minorité, que je suis une exception par rapport à ça. Et donc, du coup, moi, je suis prête à me mettre dans l'inconfort justement pour créer une sorte de confort pour les personnes en entreprise, pour les personnes qui souhaitent faire des changements, mais moins drastiques que moi, en fait. Personnellement ou de manière générale? Complètement. Je pense que si on change, c'est un peu pour venir à ce que disait le professeur Stéphane Defila. Oui. C'est qu'en fait, si nous, on n'est pas prêt à se mettre dans l'inconfort financier, l'inconfort opérationnel, etc., aujourd'hui, et c'est un petit inconfort, je pense qu'on peut s'attendre à plusieurs vagues de gros inconfort après, collectivement. Oui. Plaisir. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, peut-être pour d'autres auditeurs? S'il vous plaît, madame. Venez. Mais tout à fait, tout à fait. Venez seulement. Pour les présentateurs et présentatrices, moi j'ai une question pour Madame Shadi. Et puis, étant donné une compagnie au processus du développement, de conception, laboratoire, et puis maintenant, ils vont avoir déjà des produits. J'aimerais savoir quel est leur défi, le défi qu'ils ont confronté. Et puis, ma deuxième question est sur le marché ciblé. Oui, bien sûr. En fait, les défis étaient vraiment trouver les correctes matières premières. Parce que, comme je vous ai dit, les matières premières qu'on utilise sont 100% végétales. Donc, c'était très important de trouver les sous-produits agricoles selon la situation géographique. Parce que si on produit quelque chose en Chine, il faut trouver quelques produits qui sont très bon marché en Chine
ou si on veut produire quelque chose au Canada, à Toronto ou quelque part au Canada, ça doit être quelque chose qui est trouvé tout simplement pendant l'année. Donc, la première défi était les matières premières. Et deuxièmement, comme vous savez, le R&D est un processus très long. On a besoin de le faire pendant des années. Et c'est vraiment important de améliorer et d'accélérer le procédé de R&D par avoir tous les instruments, tous les équipements à la main pour le faire plus vite, parce que c'est très important de le faire dans vraiment une période de temps. C'est pour ça que je pense que les deux défis qu'on a à ce moment-là, c'est le temps de faire R&D plus vite et aussi les matières premières. Et à propos des marchés ciblés, on a deux marchés ciblés. Le premier sont les lignes de fabrication existantes pour le plastique. On va aller avec eux. On ne va pas aller contre les fabrications, les lignes, les plasturgies qui sont maintenant là. On va travailler pour trouver les matières qui sont compatibles avec les lignes de fabrication existantes. Donc, on va vers les fabricateurs qui sont sur le marché à ce moment-là. Et deuxièmement, les marques qui produisent les couverts, les emballages alimentaires sont aussi à notre marché ciblé qu'on va travailler directement avec eux pour produire les choses qui ont besoin. Donc, je pense que les fabricateurs et les brands, les marques sont des deux marchés qu'on cible à ce moment-là. Merci beaucoup, Shadi, pour ces deux réponses. Alors, j'ai finalement une question qui vient online, et ce sera la dernière parce qu'on est un peu en retard sur le programme. Elle vient de professeur Claudio Boer, que certains d'entre vous connaissent. La question ira, je pense, certainement à professeur Desfila, mais si quelqu'un d'autre veut répondre. La question est la suivante. L'énergie est consommable, est consommée et ne peut être renouvelée ou recyclée. Alors, on doit passer à une société qui ne gaspille pas d'énergie. La production de masse est un grand gaspilleur d'énergie avec de produits qui ne sont pas produits, qui sont produits mais pas achetés. Comment réduire ce gaspillage ? Oui, merci. Alors, oui, n'est-ce pas, l'énergie, physiquement, c'est une chose qui se transforme une fois et puis c'est tout. On ne peut pas revenir en arrière. C'est le fameux principe de Carnot, l'irréversibilité, ça c'est connu. Or, ici, sur les conditions terrestres, nous avons quand même à distinguer entre les énergies que nous prenons de la source, de la couche terrestre qui sont non renouvelables, et puis les énergies qui sont d'origine solaire, directement ou indirectement, qui sont renouvelables. Et on dit toujours que le potentiel d'énergie en principe utilisable, renouvelable, donc d'origine solaire, est beaucoup plus grand que ce que nous utilisons actuellement. Le seul problème, c'est d'avoir les technologies et les infrastructures pour amener ces énergies-là depuis les endroits où ils sont produits, c'est-à-dire par exemple les déserts comme le Sahara, etc., vers les villes qui en ont besoin. Alors ça, c'est l'optique un peu traditionnelle. Nous, ce que on essaie de faire, c'est de dire que les villes doivent de plus en plus devenir des centres de production avec les villes quasiment zéro énergétique ou même énergie positive, comme on dit maintenant, les districts d'énergie positive dont nous occupons aussi à notre centre,
Et cela devrait un petit peu inverser cette logique de devoir transporter l'énergie sur des distances très, très lointaines. Mais l'énergie, c'est vrai, on en aura toujours besoin, mais il y a beaucoup de progrès encore à faire pour mieux l'utiliser plus rationnellement et aussi de manière à ne pas utiliser les énergies qui ne sont pas renouvelables. Voilà. Voilà, merci, professeur Défila. On arrive malheureusement au bout de cet échange, de ce café des sciences dédié à la francophonie. J'aimerais vous remercier à tous ces intervenants aujourd'hui, mais aussi nos participants ici qui sont présents à SwissNext Shanghai, mais aussi ceux qui étaient online. Et nous souhaitons une très bonne fin de journée pour ceux qui sont ailleurs dans le monde et un bon début de soirée ici à Shanghai. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir.